Il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour, proposé par le conseiller Hill, appuyé par le sous-préfet. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand? Motion adoptée. À nombre 3, y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre des conflits d'intérêt? Sinon, alors passer à 4, présentation. We're going to go to presentations, 4.1. Partners supporting newcomers declare Kathleen D'Autremont Mooney, Western Rennes, Carla LeBlanc of Immigration Services Association of Nova Scotia, and Nadine Lauren of Y-Reach. So the floor is yours. Welcome. Bonjour et merci. Moi, je suis Kathleen D'Autremont Mooney et je travaille pour le Western REN, le Western Regional Enterprise Network. Et je suis une des participantes ici ce soir qui travaille pour les programmes d'immigration. And now I will switch in English for the benefit of Carla and Nadine. So I basically help business owners to fill the application form for immigration programs. I also provide them with an overview of the programs. Carla works for Immigration Services Association of Nova Scotia, and her role is slightly different. I'll let her explain later. And Nadine works for the Y-Reach program, which is sponsored by the, or I guess hosted by the YMCA or administered, and she works with immigrants who are here on the ground. So we all three of us work on an outreach basis. We travel to the business owners' locations, and we meet with them, and my role is simply I won't go over the details of the programs, but if you see on the page 2 of our handout, we have, I work with the Atlantic, losing my train of thought, the AIPP, Atlantic Immigration Pilot Program. You might have heard of that one. And there's another one called the Provincial Nominee Program. Both of them are available through the province, the Nova Scotia Office of Immigration. They're administered through them, and I basically help employers to figure out which program might be the best one for them. They're both for full-time continuing positions. So if businesses want to hire a foreign national to work in a full-time continuing job, then those are the programs. There's also the Temporary Foreign Worker Program, which you're probably more familiar with, and that's for seasonal work. So for that one, I'm able to refer to the proper resource at the IRCC. So that's in a nutshell what I do, and I'll hand it over to Carla, I believe. Hi, good evening. So I'm Carla LeBlanc, and I'm the onboarder employer engager for Immigration Services Association of Nova Scotia, which is ISANS for short. So our vision is a community where we can all belong and grow. Our mission is very simple. It's helping immigrants build a future in Nova Scotia. So ISANS has been serving immigrants for 40 years. We have over 300 plus qualified staff, 64 countries of staff origin, and 73 languages are spoken by the staff, which is pretty neat. We're a pretty diverse group. So as an onboarder employer engager, my role is to act as the liaison between employers and ISANS supports. So I am here to promote the benefits of hiring immigrants to help strengthen and diverse their workforce. So we do this through a variety of different services. So we have a skills match recruiting tool, which helps with the recruitment. So this is a free service to employers where they can post their job postings. It's very similar to Job Bank. You may be familiar with that. And there's also our qualified, ready job seekers. Their application or their resumes are also in that tool. So when an employer posts a job, they may receive a job match and they can interview through that way. So it's just a recruiting tool. We also have an on-site recruitment and information sessions where we offer to employers to be able to come to ISANS, or we can do them virtually now that we're in COVID, to have the opportunity to provide information to job seekers who are interested in applying to their jobs. And during those sessions, oftentimes on-site interviews can take place, so they can do hiring right on site. We also have a workplace culture program, which really helps with the onboarding piece for employers to onboard newcomers.
We have the Professional Mentorship Practice Program, which is pretty straightforward. A professional business owner can mentor a newcomer in the area. We have English in the Workplace, which is a 12-week program, 2 sessions, 90 minutes, where we have trainers that can teach newcomers in a workplace, depending on the need and what the employer is requesting. And we have a professional practice program where we can offer employers up to 6 weeks. It's a wage subsidy where we pay 100%. Wage subsidy gives the newcomer an opportunity to gain work experience, Canadian work experience, and the employer to see if they may be a good fit. So these are just a few of our services that we offer through iSANS. So now I'm passing it to Nadine. Good evening, and it's nice to see you all again. You might remember when I came to see you, I think it was probably the fall of 2019. I introduced myself as the new Y-Reach settlement person. I did change how I do my voice greeting every day, and now Claire comes first in my voice greeting. So this is just a slide to remind you of what our services are, but I think it's fair to say the same thing that I said to you the first time I came. I'm the boots on the ground. I'm the one who works with the newcomer and their family, if they have a family with them, to settle into their community. And it's not a one-size-fits-all service delivery. It's based on whatever needs they're presenting with. So you might be aware that we have a new family here in Meteghan from Syria. They have 6 children and mom and dad. So their needs are totally different than the Korean family that we have living in Meteghan now, who has 2 small children, and the husband's working and the wife is a stay-at-home mom. So it's always tailored to what the individual needs. I guess the one thing in that list that many of our newcomers require is English language support. So Ginny Blaney is our ESL instructor, and she's serving the whole area now, Annapolis Royal through Digby and all the way down to Clare. Because of COVID-19, much of our English language service is either done at the Cornwallis site or it's done by Zoom. But for the new Syrian family, Ginny's actually coming down into Meteghan to see them at the SIP Cafe, which was a great partnership between Amy and myself and Ginny to find a location that would work with that family. And so that's just starting up now. If you wanted to go to the next slide for me. So what I really wanted to come and talk to you today about is what's different since I saw you last. And this just gives you a brief overview of what's happened here in Clare. And I don't remember what I wrote, so I'm going to refer to my notes. We've welcomed 29 new individuals and or families to Clare since I saw you last, which I think is incredible. We're supporting 5 employers with their recruitment activities. You all know Riverside Lobster, of course. Synergy has just brought in a group of newcomers. AF Terrio's brought in a group of newcomers. Bamboo Gardens is in the process of bringing in a newcomer. So, and then in addition to that, what's really exciting is we have 1 newcomer baby born in Clare to a newcomer family since I saw you last, which is just fabulous. We also hosted the first event that we've done that was for the entire province of Nova Scotia. And what we did is we broke it up into the 5 days, and we featured 2 locations each day with the exception of New Glasgow, and they got a day to themselves because they've got the lip up there. Digby was on Thursday, and so we did a lot of stuff around Clare. We had a trivia game, and so I was able to bring in some of the landmarks and great places to see and do in Clare. Amy Parody did an interview for me about welcoming Francophonie, the Welcoming Francophonie Communities Initiative. And I did part of my introduction of who I was and what I did down at Smuggler's Cove. So if you didn't get a chance to see it, it is a really, really well done
5 days of interviews and cultural information, and we named it From Newcomers to Neighbors. And the reason why we chose that name is when the families move here, initially they're newcomers, but all of our goal, and I know from you the last time I was here, you want them to feel like this is home. You want them to feel like they're a part of the neighborhood. So that's why we came up with that name. And then we also are doing some coffee and conversation at Sip Cafe. In another month, we'll be starting a Zoom virtual Canadian citizenship prep course for the people in the area that have now been here long enough that they want to try for their Canadian citizenship. And then in the spring, we're hoping to get some other activities going, but outdoor activities with our newcomers in the area. I was thinking maybe we could have a walking group or something like that. So anyways, that's what's new for Y-Reach. And thank you very much for the opportunity to come down and share the 3 programs with you. As you can tell, we're all really excited about what we're doing in the community. I don't know if there's a Q&A session after, or Yeah, usually. So, n'as-tu des questions? Are there any questions? The only question I have is, in your experience, what's the issues that would make a family, like sometimes you hear they move away, or what are those issues or challenges they face that they feel they have to move? Or So since I have been here, I've had 2 families move into Clare that subsequently left. You may know one of them was the Rohingya family, and they opted to move to Kitchener, Ontario, because there was a big community there and they felt like it would be a better fit for them. And the other family that I know of, she's a recent immigrant to this area, and housing. And that's no surprise to any of you. If there is one challenge that this community and the other communities face, it's affordable, available housing. Big obstacle to overcome. AF Terrio reached out to me today. They have a new employee coming in. He's going down to Yarmouth to live because he could not find suitable accommodation up here. So now he's going to have that 45-minute commute every day. And I know it's a challenge, and I know you're working on it, but that's the number one thing, that if people leave, they're leaving because of that, not because they don't love the community, because they do. The Korean family that are here, Amy and I went out to coffee with the mom last Tuesday. Lovely woman, and they love it here. So really, it's not anything that Clare doesn't offer, it's the housing issue. I asked the question just to have a better idea of what council can do to make things better for immigrants or newcomers. So I don't know. Plans to build housing? I'm joking. and yeah, the other one is transportation, and so Yarmouth, where you say that those people settled, is also in the same situation, just a little bit better, because there are more opportunities. If someone moves out, there might be an apartment available, but you know, it's here all over the Tri-Counties. Really, we have the same issue. So Council is working on a housing strategy for the municipality of Clare, but it's a lot of work and it's going to take time. But we do see that that's one of the biggest challenges the municipality has. Well, one of the great Your microphone. things about, sorry, one of the great things about the partnership that Amy and I have is she keeps me up to date on what's going on in Clare and what work you're concentrating on. So I did know that you were working on a strategy. And it's one of those, if we could have it yesterday, it would have been perfect. But, and I keep, when people come to this area, I work really hard to try and keep them in this area so that we don't end up losing them. Even though Yarmouth is pretty close, it's still not my area, so I don't want them to go. We want them to come too. Any other questions? Or?
No? I want to thank you for taking the time and coming to present to council. I mean, immigration for us, being a welcoming community, obviously is important, and council's working on a number of issues that will make that, I think, Clare become more welcoming, and hopefully we'll see more residents move to the area. So thank you for the work you're doing, and it's important work, so we appreciate it. So ensuite, alors l'adoption des minutes, 5.1 janvier 2021, réunion régulière du Conseil. As-tu des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre, proposée par le sous-préfet, appuyée par le conseiller Hill. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. 5.2, le 3 février 2021, réunion du comité du Conseil. As-tu des erreurs ou des omissions? Sinon, une motion à l'ordre, proposée par le conseiller Hill, appuyée par le conseiller Godin. Tous en faveur, indiquant disant oui. Contre. Motion adoptée. Affaires découlant des réunions précédentes, 6.1, vente aux enchères de 2021. Pamela, tu peux parler de ça? Oui, à la réunion du comité du conseil, à la réunion du comité du conseil du 3 février, ça avait été discuté de remettre à une date ultérieure la vente, le tax sale. Et puis, depuis ce temps-là, les restrictions pour la COVID-19 ont été relaxées un petit peu. Et puis, sous l'avis du département des finances, il suggère de faire le tax sale le 27 mars. Et puis, avec la distanciation sociale qui est possible au centre des anciens combattants, on pense pouvoir accommoder les gens qui vont vouloir venir. Sur les annonces allont sortir sous peu. As-tu des questions? Conseiller Leblanc? Ça va-tu prendre des appointements ou c'est qu'on va pouvoir prendre tout le monde qui vient d'habitude? Ou? Non, on croit qu'on va pouvoir accommoder, étant donné dans le passé le nombre de monde qui se présentait à ces événements-là avant. Vous devriez pouvoir accommoder le monde. Puis, s'il y a du monde qui n'est pas intéressé dans certaines propriétés, s'il y a trop de monde, ce monde-là pourra sortir puis quitter d'autres mondes rentrer, si on a besoin. Mais avec la distanciation sociale, on peut encore accommoder, je pense que c'est 77 personnes comme une réunion. As-tu d'autres questions? Sinon, merci. Alors, 7 rapport des activités du préfet. Le 27 janvier, j'ai assisté à une réunion virtuelle du bureau de direction de l'Université Sainte-Anne. Le 28 janvier, j'ai assisté à une réunion Zoom du comité du LOC, du REN Liaison and Oversight Committee. Il n'y avait qu'une motion là, c'était pour approuver le cost of living increase chaque année qui était dans l'Intermunicipal Agreement qu'avait aussi. Mais à cause de cette affaire avec du financement, j'ai oublié de faire une motion pour l'approuver. Le 28 janvier, assisté à une réunion virtuelle des maires et préfets pour discuter de la crise dans l'industrie de la pêche au homard. Comme vous savez, c'est tranquille, assez tranquille à ce point-ci, mais les municipalités sentent que ça sert le temps que le travail devrait être en train d'être fait pour venir à une résolution. Et l'idée des maires et wardens à la réunion, c'était peut-être d'écrire une autre lettre au ministre des Pêches, plus ou moins dire que faut que voulons avoir une miette d'activité et d'action à cette heure, puis pour attendre que ça commence cet été sans résolution. So, avoir une autre réunion la semaine prochaine, quoique Alistair Surette, là, qui a été embauché par le ministre,
pour faire son rapport, va venir présenter et avoir plus d'informations. Mais attendons, je pense qu'il va y avoir une lettre qui va circuler au Conseil pour être envoyée au ministre là, avant trop longtemps. Le 29 janvier, assisté à une réunion virtuelle avec Cook Aquaculture pour discuter le programme de Post-Smolt Facility à Centerville, dans le comté de Digby. Le 2 février, assisté à une réunion avec Suzanne Saunier, directrice générale du CAPNE, comme un suivi à la présentation qu'elle a faite au Conseil sur l'état des garderies dans la municipalité de Clare. So, plus ou moins, vous aurez encore une petite discussion pour commencer à regarder la situation qu'il allait se trouver dedans, parce que une des garderies qui est dans une des écoles qui est censée fermer de 2022. So, nous essayons de manière faire de la planification pour ce qui s'en vient. Le 4 février, assisté à une réunion ici au bureau avec Nick McCarter de Mainland Telecom pour une mise à jour du programme d'Internet à fibre optique pour la municipalité. Je pense que dans le rapport que Pam va présenter, il y aura des détails là-dessus. Le 4 février, assisté à une réunion de la Société Édifice Sainte-Marie-de-la-Pointe pour discuter les prochaines étapes de la société pour sauver l'Église. Il n'y a pas vraiment eu grand décision de prise. C'est vrai qu'il va y avoir une autre réunion, ça me semble, demain pour en discuter plus. Là. So. Puis, le 12 février, assisté à une réunion du comité aviseur SHS Consultants pour l'élaboration d'une stratégie de logement pour la municipalité de Clare. Ça c'est pour travailler sur la stratégie. Et moi, je dirais que ça va bien. Le monde qui est sur le comité aviseur, Noël Després de Como Seafood, Will Tario de Eftario, Frank Anderson de Riverside, et avons André Leblanc du CDN, puis là, Pam, Stéphane et moi-même. So, le groupe avec les consultants, le groupe paraît assez content. C'est comme tout le monde, il aimerait que ça arrive hier, mais ça fait aller de l'avant au moins. Et le 12 février, assisté à une réunion téléphonique avec Dr. Sarah Kirk pour discuter notre participation dans le Tri-County Youth Survey que vous allez voir sous correspondance. Là. Et le 13 février, participer à une réunion virtuelle du Conseil des gouverneurs de l'Université Saint-Anne. So, passe à travers assez vite, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, alors, la 8, présentation officielle des membres du Conseil. Y a-t-il des présentations officielles? Sinon, alors, la correspondance, 9.1, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans, de la Garde côtière canadienne. La lettre est adressée à M. Ronnie LeBlanc, Warden, Municipality of Clare. Dear Mr. LeBlanc, thank you for contacting my office regarding the events in Nova Scotia and for your kind offer of the use of your facilities to bring Indigenous and commercial harvesters together in the negotiation process. I regret the delay in responding. I share your concerns, and my first priority continues to be the safety of everyone involved in this issue. Fisheries and Oceans Canada, DFO, fishery officers, the Canadian Coast Guard, and the Royal Canadian Mounted Police have been coordinating their efforts on the sea, on land, and in the air, and have been working with officials from the province of Nova Scotia. They continue to monitor the situation. The violence, destruction of property, threats, and intimidation that were witnessed do not advance our goal of reconciliation, nor do they support the further implementation of First Nation treaty rights or a productive and orderly fishery. I have been hearing from my stakeholders with clear concerns about conservation and sustainability. I can assure you that lobster stocks are healthy and that DFO will never move forward with a plan that threatens the sustainability of the resource. We must remember that two common objectives unite everyone involved in the fisheries. First, the long-term sustainability of the resource and ensuring that it is available for generations to come. Second, safe and orderly fisheries that are accessible to all harvesters. These two principles guide this department, and I hope that it is through this lens that we can find common ground and reduce tensions. Respectful, constructive dialogue between everyone involved in the fisheries is essential to a peaceful resolution.
That is why on October 23, 2020, the Honorable Carolyn Bennett, Minister of Crown, Indigenous Relations, and I announced the appointment of Mr. Alistair Surratt as Federal Special Representative. In this role, he's working with both First Nations and industry to ensure all voices are heard. Separate from the nation-to-nation negotiations between government and First Nations, Mr. Surratt is focusing on building long-term communication, cooperation, and understanding across our fisheries. Mr. Surratt's experience in successfully settling fisheries disputes will contribute to reducing tensions in the region. The DFO is committed to renewing its relationship with Indigenous peoples and recognizes the treaty right to fish in pursuit of a moderate livelihood, as affirmed by the Supreme Court of Canada. We will continue to work on a nation-to-nation basis with First Nations leaders on the path forward to further implement their treaty right. Despite my appreciation for your kind offer of the use of your facilities, these negotiations must remain nation-to-nation. DFO officials and I continue to meet regularly with First Nations and industry representatives. While these meetings are out of the public eye, they remain constructive. Once again, thank you for contacting my office to share your concerns. Sincerely, the Honorable Bernadette Jordan. Est-ce qu'il y a des commentaires ou questions? Peut-être pour un petit contexte, ça c'est réponse à une lettre qu'avait envoyée dans octobre quand les tensions étaient assez élevées dans la municipalité. Puis avait offert notre salle pour un endroit pour se rencontrer. Bon. So, la lettre est tard un petit, mais c'est une réponse. So, je ne sais pas si... La lettre est datée reçue ici le 8 février. C'est la correspondance reçue par courriel. Dear Mayors and Wardens, I'm writing to share with you an exciting opportunity to learn more about the health and well-being of our children and youth in the Tri-County region. The Canadian Index of Well-Being team, who collaborated with Engage Nova Scotia in the recent province-wide Quality of Life survey, has been working with UNICEF and the Trillium Foundation on a pilot project to develop a community-based well-being survey for children and youth focused on their life at school, at home, and in the community. Engage Nova Scotia has connected with Dr. Sarah Kirk, a professor of health promotion at Dalhousie University, whose research is focused on child and youth health and well-being. Sarah is supporting us in moving forward with this opportunity, including covering the $15,000 in costs associated with the data collection and helping us with coordination. She is co-leading a province-wide partnership called Uplift, which can be found at www.upliftns.ca. In order to ensure the successful collection of data in the 3 counties, we need a team of influential local stakeholders who can champion the survey within the region and encourage participation. This will involve sharing the survey widely among youth and youth-serving organizations, and at every opportunity encouraging youth to complete the survey. Warden Penny Smith has discussed this initiative with Sarah and is interested in being a champion for participation in Shelburne County. We are hoping that you will join her. Sarah is copied on this email, and she would be very happy to engage with you to provide further information and discuss the effort to achieve wide participation in the survey. Thank you and all the best. Ron Smith. So, un appel avec, comme dit dans mon rapport. C'est un programme pilote pour la Nouvelle-Écosse, ça fera les Tri-Counties. Et elle m'a indiqué que ça fera bilingue, il y aura un survey anglais et français. Et si que la municipalité veut faire de la promotion, on même l'opportunité, comme le survey, il y a encore de l'ouverture à additionner au cahier des questions. So, si vous vouliez participer, vous pourriez peut-être, si vous avez l'intérêt à additionner des questions plus spécifiques, peut-être à la langue ou la culture française. Puis après que le survey est fait, avons accès à tout le data, là, comme bien sûr on ne peut pas voir ce que le monde a dit, mais ça fera de l'information assez importante pour la municipalité pour voir comment est-ce que nos runs faisons, surtout avec COVID qui continue. So, la main ici ce soir pour voir si nous avons de l'intérêt de la municipalité de plus ou moins être un partenaire avec eux. Je sais qu'il y a d'autres municipalités qui s'intéressent et vu des courriels.
So, vous aurez que plus ou moins l'approbation du conseil. Puis à travers tête d'Amy, si Amy veut travailler avec, on pourra le promoter sur notre page Facebook et tout ça. Parce que le plus de monde qui répond, le meilleur que c'est. So, je sais pas quoi c'est votre désir, si vous êtes intéressé de participer. Conseil de vote. Merci, Monsieur le Préfet. Si je comprends bien, il ne demande point pour de l'argent, nous autres, c'est juste participer. Moi, je pense que c'est une bonne chose, nous impliquer avec les jeunesse et des programmes comme ça, parce que c'est quand on a la chance, c'est bien. Pourquoi que l'idée d'essayer de faire des partenariats avec les municipalités, c'est à un moment mentionné comme elle reste à Halifax et qu'elle envoie des courriels. Tu sais, n'a pas cet engagement-là parce que, mais quand ça va des municipalités et des résidents qui le supportent, là, il y aura beaucoup de monde qui voit que c'est sérieux puis ils vont s'intéresser à le faire. Ça, si vous êtes tous d'accord avec ça, je ne sais pas si ça prend une motion, au moins qu'il y ait un consensus d'avancer avec ça. Oui. Ensuite, alors la 9.3, l'honorable Lloyd Hines, ministre du Transport et du Renouvellement de l'Infrastructure. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter dated November. Dear Warden LeBlanc, thank you for your letter dated November 19, 2020, regarding the high speed of traffic on parts of D'Entremont and Maxwellton roads. I understand the Department of Transportation and Infrastructure Renewal is in the process of conducting a review of speed limits and signs on D'Entremont and Maxwellton roads. Upon completion, I will request the area manager contact you directly to review the findings. Should you have any further questions, please contact our area manager, Pamela Melman-Shand. Sincerely, Lloyd Hines, Minister. Des questions? Conseil de vote. Merci, Monsieur le Préfet. C'est plutôt un commentaire, je ne sais pas si ça sur le temps, mais je sais qu'on a demandé sur d'autres chemins l'année passée et l'année d'avant pour des speed limits. Et puis, je sais que moi, j'avais demandé pour la station de Sauniville, on n'a jamais entendu rien. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être répondre en disant on va avoir de l'information sur les autres qu'on a fait dans la passée. Je ne sais pas comment on pourrait faire ça. À une réunion avec Pamela Melman-Shand et Tony Hall, ici à Sauniville, pour discuter notre approche envers des demandes à TIR. Ça qu'il aimerait faire, puis c'est que aller de l'avant, c'est que c'est ça le désir du conseil, c'est qu'envoyer, on peut dire une lettre ou un courriel à l'Operational Center, puis leur copions Pamela Melman-Shand, puis Tony Hall, essayer de créer un meilleur paper trail, puis là, essayer de le suivre. Alors, je crois que tu vois, sur l'agenda plus tard, on a 2 motions pour des lettres à TIR. Je suis cette approche-là, puis là, se rencontrer plus souvent. Puis là, je les ai mis tentativement là, pour la réunion du comité du conseil du mois de septembre. Il allait venir, les deux de Pamela Melman-Shand et Tony Hall, qu'elle essaie de faire plus souvent pour pouvoir avoir des discussions sur les priorités du conseil et les lettres, les lettres qui vont être envoyées. Puis l'autre point et tout, c'est qu'ils faisaient leur planning, ils commencent en septembre. Je crois que c'est leur but de venir plus ou moins nous dire ce qui a été complété dans l'année, ce qu'ils pensent qui va être travaillé dans l'année à venir. Puis ça donne chance au conseil à expliquer c'est que les priorités du conseil. C'est de manière ça l'approche que je suggère. Et veut dire, je crois que on devrait probablement suivre cette approche-là, mais je crois qu'il faut suivre plus de proche ce qui arrive après travailler les requests. Mais si on a la paper trail et que tout le monde se fait copier, peut-être c'est la meilleure approche. Oui. Pardon, Monsieur le Préfet, ce qui arrive, c'est quand qu'on fait des demandes, puis là, le public nous demande quand ils vont voir. Puis, chez moi, je ne sais pas n'importe les autres conseils. Moi, je n'ai rien eu dit parce que je n'ai aucune idée si c'est rendu.
je ne sais même pas s'il va venir faire la recherche ou c'est rien. Fait que je pense que tu viens de me dire, mais c'est préférable de nous dire, je pense que ça va être une beaucoup meilleure pratique que ce qu'on a stage. Alors, l'essayer même, puis voir ce que ça nous amène. Mais comme 17 à septembre, c'est encore un petit bout de temps. Je veux dire, il y a plusieurs requests à TIR pour ne pas attendre à septembre. Ça peut-être qu'on pourra envoyer plus tard avec un courriel à Pamela Melmanchan dire ça, c'est j'aimerais dar un update sur ce que tous ces requests ça va été fait. Ça, c'est peut-être l'approche. On pourrait discuter à la prochaine réunion du comité du conseil puis aller de là. Si vous êtes d'accord avec ça. Oui. So, as-tu d'autres questions? Sinon, alors la 10, rapport du directeur général. Le premier update, ça sera sur le dossier d'Internet. So, phase numéro 1, route 1 de Comoville à Saint-Bernard, le strand and fiber construction is complete. Some splicing testing is ongoing, so ça va être à compléter before doing some basic network testing and subsequently turning up customers. Phase 2, K New Edinburgh, Bas de la Rivière, strand and fiber is complete. Splicing and testing is complete. Phase 3, Ohio to Hassett, complété. Phase 4, side roads along Phase 1, strand and fiber construction is complete. Splicing and testing is complete. Phase 5, Kit Concession Patrice Road, Littlebrook Station. Make ready and trimming has been completed. Littlebrook Highway crossing assessment work is complete. Assessment only resulted in one additional anchor required to be placed. Strand and fiber construction are ongoing. Phase 6, Concession Saint-Joseph, PF Como Road. Make ready and trimming complete. Strand construction complete and fiber construction ongoing. Phase 7, Cultural Hub to Amiro Road, Sonyville Road, 2nd Division Road, Eustache Como Road. Make ready and trimming complete. Strand construction ongoing. Fiber to follow. Phase 8, Sonyville Road, Say-Sonia Road. Make ready and trimming mostly complete. Less the Matagan River water crossing assessment. Strand construction ongoing and fiber to follow. Phase 9, Matagan River, D'Entremont Road, Placide Como Road, trimming complete. Make ready work is ongoing. Strand and fiber to follow. Phase 10, Matagan Connector, Bonnie Road, Peter Digo Road, John Thibodeau Road. NSPI completed their scope at the end of January. Make ready and trimming ongoing includes 2 Highway 101 crossings, Matagan Connector and 2nd Division. Strand and fiber to follow. Phase 11, Sonyville Road, Maxwellton, le long du 2nd Division Road. Bell has scoped, and SPI has almost completed its scoping. Make ready, trimming, strand, and fiber to follow. Phase 12, the remainder of the D'Entremont Road out to the Salmon Lake area. Bell has completed their scope mid-January. NSP began its scoping on February 9th. VistaCare has been working in January with 2 crews. They've recently returned with just 1 crew while waiting for more Make Ready to be completed. Remainder of the Make Ready has been scoped by Mainland. Remaining 4 phases will be submitted to Bell NSP in the next 1 to 2 weeks. Ça, c'est Mavillette puis Salmon River. Et puis ça, c'est l'update pour l'Internet project. Merci, Pam. Ça sera pourras-tu circuler cet update à les membres du conseil? Certainement. Oui, je peux vous envoyer ça. Bell Scope, puis la Nova Scotia Power Scope, puis là, le tree trimming, ça se fait après ça, right? Puis là, le point fiber, but le strand. Oui, c'est usually c'est ça le processus. Puis en termes de partager l'information, ça sera partagé comme l'information du paquet de la Réunion. So. Oh, c'est la question qui est souvent demandée, je sais que Neil a eu la question samedi soir, c'est quand est-ce que ça va être installé dans les maisons? Ça, on ne sait point. Ça devrait être bien vite, quoi. OK.
Ma femme m'appelle tous les semaines, puis ça fait 3 semaines que ça va être mis. Ça fait que ça s'en vient d'eau. Je dirais dans le mois de février, ça va être commencé à mettre. Ils sont toujours en train de placer les câbles, les poteaux jusqu'à la maison, à plusieurs maisons. Mais qu'ils faisons un test, puis que ça travaille bien, ils vont commencer. Si je peux, je veux dire, je ne suis pas un expert, mais beaucoup du delay où c'est mais ce qui vient en ligne avec le broadband, ou je ne sais pas quoi tu vas appeler ça, c'est qu'ils ne voulont pas avoir un impact négatif sur le monde qui est branché sur le système de Halifax à Valin. Ça, c'est qu'il faut faire sûr qu'ils testent comme il faut, mais qu'ils mettent la switch, qu'il n'y a pas d'impact négatif sur le NEC, qu'envoyons le service de la bâtisse aussi fait au NEC, puis tout le monde qui connecte. Tu sais, de Mainland et d'Eastlink à Valin d'Halifax. So, c'est lorsque beaucoup des délais sont faits par place. C'est comme le conseil d'où ça dit, c'est propre. Là, ça. J'entends. Ton micro. Ça, c'est l'update sur le programme d'Internet. En ce qui concerne l'EcoPark, le Phase 2 Environmental Assessment, les Field Activities ont été complétés. Les samples ont été envoyés au laboratoire. Nous devrions avoir une ébauche du rapport première semaine de mars. Ça, c'est s'il y a point de délai avec le laboratoire. Le rapport final devrait être livré dans 2 semaines de recevoir nos commentaires. Et jusqu'à date, nous n'avons pas été mis au courant de aucun délai. Et attendons que le rapport va être livré en temps au début du mois de mars. Le Tourism Public Spaces Development and Improvement, les consultants retourneront à Clare pour présenter les plans aux partenaires clés durant la semaine du 22 février, qui est la semaine prochaine. Les concept plans pour Mavillette Beach et Smuggler's Cove seront présentés via Zoom à des petits groupes le lundi février 22 à 10 h le matin. Le plan pour Pointe-à-Mavour sera présenté en personne à 2 personnes de la Société historique, jeudi le 25 février à 2 h. Et le parc Joseph et Marie Dugas, le plan pour là, sera présenté en personne à une session de jusqu'à 20 personnes invitées le jeudi 25 février à 7 h dans la salle du conseil. Les estimés pour le coût puis les specs sont en train d'être développés. Et puis l'APK a étendu la date jusqu'au 31 mars pour finir le projet. Pour ce qui concerne le Clare Veteran Center, le centre des anciens combattants, il n'y a pas eu beaucoup de change depuis le rapport du mois de janvier. Là, les consultants, les architectes sont en train de encore développer les détails concernant la nouvelle façade et auront plus de détails pour vous au mois de mars. Pour le projet de Welcoming Communities, communauté francophone accueillante, comme partie du défi février et en partenariat avec le Conseil des arts de la Baie, 28 kits ou 28 des art kits ont été distribués à des personnes de la communauté de Clare avec l'emphase sur les nouveaux arrivants. Avons vu une augmentation dans la participation des nouveaux arrivants cette année et les kits ont été vraiment appréciés par les résidents. Rencontre avec Carla Leblanc de iSense le 4 février pour discuter des partenariats possibles et des opportunités pour travailler ensemble avec la communauté. Rencontre avec Nadine Lauren le 9 février pour discuter encore des partenariats possibles. Et le CFA de Clare, l'équipe a commencé à communiquer avec les nouveaux arrivants de Clare sur des rencontres face à face, 1 à 1, pour commencer à ramasser de l'information regardant leurs besoins à court et à long terme. Et ils vont commencer tout avec plus de temps additionnel au gymnase de l'Université Sainte-Anne pour inviter des travailleurs de Riverside, de Jamaica, pour jouer à soccer une couple de jours par semaine avec les étudiants de l'université et du personnel.
Le 16 février, le CFA de Clare s'est rencontré avec Karim du CSAP pour commencer à planifier une journée de diversité dans les 2 écoles élémentaires de Clare et on espère que ça va se passer au mois de mars. Le comité d'inclusion et de diversité, qui a été anciennement le CCC, un comité qui va être manière de revived, va commencer à se rencontrer à la fin de février. Et aussi, comme partie du communauté francophone accueillante, la position de gérant du rendez-vous de la baie, le Welcome Center, est encore ouverte. Les candidats avont jusqu'au 18 février pour postuler cette semaine. Le Breakwater à Billy Cove, la job avait été startée le 19 de novembre et est presque fini. Le programme sera complété cette semaine avec la météo permet. Le lighthouse, le fort, est back en place dans sa position originale et la surface du chemin a été complétée. Une fois que ça sera fini, il y aura une barrière, une gate qui sera installée avec des nouveaux poteaux de fer. Il y a un total de 13 500 tonnes de armor stone qui va être servi pour le projet entier. Une fois que ça va être complété, la compagnie va soumettre un rapport final incluant le nombre final. Pour le Housing Action Plan, le préfet en a parlé un petit peu. Les réunions continuent à toutes les 2 semaines avec les consultants et avec des membres du personnel ainsi que le préfet qui fait partie de l'équipe, avec le Standing Committee, avec les membres de la communauté. Les choses qui ont été discutées dernièrement, c'est les choix de lieux, s'il y a des terres disponibles. Qu'est-ce qui ferait des différents modèles pour les propriétaires qui pourra gérer ces housing developments ici. Et qu'est-ce qui pourra être les dwelling types and unit mix needs. On regardera voir qu'est-ce qu'on aura besoin comme ça sera-t-il des appartements avec une chambre, 2 chambres, 3 chambres, ça sera-t-il des maisons tout seules, ça sera-t-il... on regarde au mix qu'est-ce qu'on aura besoin. Et les consultations avec les parties prenantes devraient se poursuivre cette semaine. On a demandé et tout à la firme de nous proposer un estimé sur ce qui fera le coût d'ajouter une 3e propriété. Parce que dans leur proposal, ils vont garder à 2 propriétés, que les deux écoles élémentaires qui vont fermer une fois que l'école nouvelle sera bâtie. Et puis, on a fait de garder à possiblement ajouter la Villa acadienne comme une 3e propriété à explorer pour voir, pour un redéveloppement, pour voir ce qu'on pourra faire là. Pour asset management, il n'y a pas eu de gros change depuis le rapport du mois de novembre. La seule chose, c'est vous mentionner peut-être qu'ils sont en train de processer les applications numéro 250 à 300, puis notre position, c'est 491. Pour les fast EV chargers, il n'y a point de change. Du rapport de janvier 2021, on entend encore des nouvelles si la demande va être acceptée. Pour les sidewalks, le data collection, puis le topographical survey et le base plan, des conditions ont été complétées. Les plans sont sidewalk and curb design pour Peter Dugo Road. Le design est complété. Le design pour Highway 1 east of Peter Dugo Road, le design là est complété. Sidewalk design pour Highway 1 west of Peter Dugo Road, le design est complété. Sidewalk design pour la nouvelle sidewalk Highway 1 west to 101 connector. Sidewalk and curb design a été plus ou moins complété. Encore, on fait travailler sur le grade matching to existing properties. Puis le new storm sewer design pour la nouvelle sidewalk du 101 connector, approximativement 75% complété. Les prochaines étapes dans le processus, ça va être le internal engineering review. Et puis là, il va discuter avec la municipalité et Nova Scotia Transportation and Infrastructure Renewal. Les estimés des prix et les options sont attendus par la fin du mois. Et pour le Health Center, le Clare Health Center, il y a eu des upgrades ou des mises à jour de faire avec l'éclairage, avec des produits qui sont plus energy efficient. Tous les lighted hauts et en dedans ont été remplacés.
Le generator a été mandé, l'oil tank, le transfer switch, les vents et les louvers sont toutes rentrés. Et les demandes, les applications pour les permis pour l'électrical ont été soumis. Au niveau financier, en date du 31 janvier 2021, la municipalité a recordé 9 574 391 en revenus versus 7 993 498 en dépenses pour un surplus de 1 580 893 Au 31 janvier 2021, la municipalité a une balance de 1 538 915 dans son operating fund, 541 573 dans son capital fund et une balance dans la réserve de 5 551 363 Et ça peut être break it down comme ça ici. L'operating reserve a 2 170 182. Le capital reserve, 2 306 042. La landfill closure reserve a 332 896 et le gas tax reserve, 742 243 pièces. As-tu des questions? Conseiller Potier? Moi, j'ai juste une question. Tu as parlé que les consultants allaient présenter au groupe du parc Joseph et Marie Dugas. On n'avait pas demandé qu'ils faisaient des échanges ou à l'édifice même, des choses. Nous autres, on va y voir ça, voir que ça s'est présenté de nouveau. Non, comme que je comprends, ils vont faire la présentation au groupe, avoir leur input pour voir ce que ce groupe-là croit, puis là, à ce point-là, il reviendra. C'est ça que j'ai compris. Moi aussi, vraiment. Alors quoi, l'affaire de la UNE, c'est nous autres qui le dernier mot, ça. Alors quoi que ça va à l'aise pour des suggestions. Et alors quoi qu'il a pris de nos suggestions, manière, puis de là, voir, ça va. As-tu d'autres questions? Sinon, merci. Alors, le rapport des comités 11.1, rapport des permis de construction, conseiller. Sorry, yes, construction report. The municipality of Clare finished off December very well and had an excellent year in the building industry. And despite the COVID-19 going on, I think we did very well. And it seems like we got off to a good start in 2021 as well. We had 12 permits issued for $570,000 worth of construction, compared to last year with 6 permits with $312,000 of construction. So we're off to a good start. As-tu des questions? Merci, conseiller Hill. Ensuite, alors, la 12 nouvelles affaires. 12.1, motion pour rembourser des taxes réseau d'incendie. Comme vous savez, ça a tout été la pratique de la municipalité en cas qu'il y a un incendie, qu'on rembourse le property owner le prorate pour qu'il ait back ça. So, on a une motion sur la table pour faire ça. So, je ne sais pas si y a quelqu'un, conseiller Potier. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare rembourse le montant de taxes suivant conformément à la réduction d'évaluation de la Property Valuation Service Corporation pour la raison mentionnée. Le compte 04662865, montant de l'évaluation 17 600 $, remboursement de la taxe 302,40 année 2020, puis raison incendie. As-tu quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par conseil de vote. As-tu de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 12.2, motion pour écrire une lettre ministre des Transports et du renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Évaluation sur la pente de visibilité restreinte à Metegan. Ça, c'est l'overpass, Second Division, entre le Peter Dugas puis l'exit de Metegan. Si tu montes Peter Dugas puis tu prends droite, c'est l'overpass. Les résidents là trouvent une blind crest, là, so ils aimeraient que quelqu'un fût voir pour faire les études nécessaires, puis si ça prend un signe
pour dire que c'est hidden driveway ou blind crest, là, dépendant de ce qu'ils trouvent. So, c'est que, comme j'ai dit plus tôt, ça fera, la mention en forme de lettre, mais ça fera envoyer par courriel et suivront les étapes avant mentionné plus tôt. So, as-tu quelqu'un qui va faire la mention? Conseiller? I move that the council for the municipality of the District of Clare send a letter to the Department of Transportation and Infrastructure Renewal asking for an evaluation to be completed on the blind crest near the overpass on the 2nd Division Road between the Peter Dugal Road and the Metegan Connector. Tu quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le sous-préfet. As-tu de la discussion? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. 12.3, motion pour écrire une lettre ministre des Transports et de renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse. Évaluation des limites de vitesse Metegan. Ça, c'est des résidents qui vont appeler quand que tu vas le Metegan, puis tu es parti par le connecteur, ça change de 50 à 80. Puis, nos deux raisons, c'est qu'ils trouvent qu'à cause ça change si vite puis si proche du connecteur, beaucoup du monde passe sur la gaz pour se rendre à 80 vite, qui crée des problèmes. Puis l'autre point, c'est que le villa, la construction est commencée, mais ça c'est fini, il va y avoir beaucoup de trafic là. So, il aimerait de faire une étude pour baisser la vitesse à 50 jusqu'au connecteur. So, si quelqu'un va faire la mention, conseiller Potier? C'est pas loin de chez nous, ça. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre au ministère des Transports et de renouvellement de l'infrastructure pour demander qu'une évaluation des limites de vitesse soit effectuée pour prolonger la zone de 50 km sur la route 1 à Metegan jusqu'au chemin Metegan Connector. Est-ce quelqu'un qui veut l'appuyer? Appuyé par conseiller Godin. As-tu de la discussion sur la mention? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Mention adoptée. Alors, la 13 session à huis clos pour le monde qui nous regarde sur les ondes, avons un item 13.1, acquisition et vente de propriété municipale. Ça prendra une mention pour aller à huis clos, proposée par le conseiller Doussa, appuyé par le sous-préfet Leblanc. Tout ça en faveur, indiquant disant oui. Quand? Mention adoptée. Bonsoir.